donne la parole à Maître Eli Hatem, avocat, professeur à la faculté libre de droit, d'économie et de gestion, qui va nous parler sur les mercenaires européens du djihad. Maître Hatem, docteur en droit et enseignant à la faculté des livres, droit et économie. Il a traité des dossiers relatifs à ces mercenaires et également été l'avocat du célèbre mercenaire Bob Denard à son analyse géopolitique. Vous avez la parole, maître. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Excellences. Je voudrais, comme vous l'avez souligné, joindre deux choses qui peuvent être très intéressantes. Premièrement, une petite analyse théorique, si vous me le permettez. Je vois que les personnalités qui m'ont précédé ont traité très bien le sujet qui est relatif au terrorisme, mais ajouté une note assez intéressante qui est celle de mon expérience pratique à propos de ce sujet particulier qui nous concerne en Europe, autrement dit, ces mercenaires européens, ce que j'appelle du djihad, et tout à l'heure, je vous expliquerai cette notion du djihad, ce marché, je dirais, actuel du djihad. Donc, d'abord, il faut mettre en tête qu'il y a, au cours du XXIe siècle, mais surtout à partir du XXe siècle, deux phénomènes qui ont surgi, deux instrumentalisations de facteurs économiques d'abord, et puis deuxièmement religieux, à des fins politiques. Tout à l'heure, M. Ladouce l'a très bien souligné en disant qu'on trouve qu'il y a certaines personnes qui étaient des ex-communistes qui sont devenus aujourd'hui donc des terroristes de l'islamisme ou du djihad ou du djihadisme. Effectivement, le premier facteur auquel nous avons assisté, qui a déstabilisé le monde, c'était le facteur économique et le facteur social, ce qui a permis l'émergence du communisme. Et nous avons vu de quels moyens le communisme a pu émerger dans les sociétés qui prêtaient, si vous voulez, qui avaient les mêmes symptômes que les sociétés qui ont pu tomber également dans cette vague, de ce nouveau phénomène, qui est celui de l'instrumentalisation d'un autre facteur, qui est le facteur religieux, et ce facteur, en fait, qui est issu de cette instrumentalisation, une instrumentalisation politique de la religion, en particulier, nous l'avons vu aujourd'hui, actuellement, en mettant l'accent sur l'islam. Cette instrumentalisation donc, de la religion à des fins politiques n'est pas simplement due aujourd'hui à ce XXIe siècle, ni au XXe siècle, mais je dirais même un peu avant. Vous savez, avec par exemple le sionisme même, qui était avant de toutes ces vagues-là, le sionisme qui a profité en quelque sorte de l'émergence d'un courant, curieusement d'ailleurs, qui a émergé en Europe, qui est celui de l'antisémitisme, mais surtout lors de la Seconde Guerre mondiale, avec les horreurs qui ont été commises lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui a pu permettre à des différentes communautés juives dans le monde, qui d'ailleurs ont commencé, ils étaient déjà totalement intégrés, grâce donc à ces mouvements-là, qui étaient donc l'antisémitisme et la Seconde Guerre mondiale, qui ont contrecarré ce mouvement d'intégration qui était dû notamment au mouvement de la Haskalah. Et d'ailleurs, tout le monde le sait que le sionisme à l'époque n'était que minoritaire par rapport à d'autres courants, notamment la Bouddha Israël, ou bien le libéralisme, plutôt les juifs libres de Orly Turkheim. Et donc, on a pu, grâce à ce facteur-là, créer l'État d'Israël. Un peu plus tard, dans les années 70, l'exploitation donc de ce facteur religieux à des fins politiques a été expérimentée. Ça a été expérimenté en 1974 à Chypre, qui a permis le partage de l'île en deux parties entre Grecs et Turcs chypriotes. Et puis, il y a eu, un an après, la guerre du Liban, en 1975, où il y a eu également un jeu qui a été fait, il faut le dire quand même, comme d'ailleurs à Chypre, par des forces étrangères. D'ailleurs, ce sont presque les mêmes acteurs, parce que les Libanais ou bien les Chypriotes accusent notamment Kissinger, d'ailleurs les Chypriotes l'appellent Killinger,
d'avoir été derrière ce qui s'est passé en 1974 à Chypre et en 1975 au Liban. Au Liban, ça a conduit à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un effritement, un émiettement, des guerres interreligieuses au sein de chaque communauté. Donc échec au Liban, réussite à Chypre, et c'était les services secrets qui jouaient derrière. Mais on va voir que, d'un coup, il y a une certaine, je dirais, officialisation de cette instrumentalisation de la religion à des fins politiques, avec la fameuse, qu'on appelle théorie de Brzezinski, donc une théorie qui n'a pas hésité à utiliser le facteur religieux pour déstabiliser. On a vu, bon, d'une part, la révolution iranienne en 1979, qui, bon, bien sûr, aujourd'hui a progressé, et ce n'est plus une révolution qui est à base, à fondement religieux, qui est devenue maintenant beaucoup plus nationaliste et personne, mais on l'a vu, comme vous l'avez tout à l'heure souligné, avec l'Afghanistan. L'Afghanistan, avec les services secrets américains et à l'aide des services secrets saoudiens, qui ont permis au renversement donc, des soviétiques. Un peu plus tard, nous avons assisté également à ce jeu-là, cette instrumentalisation de la religion à des fins politiques avec les pays de l'Est, comme vous l'avez tout à l'heure, comme il a été également souligné. Donc d'une part en ex-Yougoslavie avec la Bosnie-Herzégovine, d'autre part également, comme vous l'avez dit, la Tchétchénie, et qui sont derrière, eh bien, ce que j'appelle les services américains en utilisant ce qu'on appelle le soft power, avec notamment des fondations comme la fondation de George Soros, qui d'ailleurs a été dénoncée par le président du Kyrgyzstan, parce que le Kyrgyzstan a également souffert de cette instrumentalisation, cette islamisation, cette pression, comme ça a été tout à l'heure également dit avec, c'est M. Millard qui l'avait souligné, le terrorisme est né par cette idée de peser, de faire créer une terreur. Donc, Kyrgyzstan, la Russie, l'ex-Yougoslavie, et puis donc on le voit également aujourd'hui au Moyen-Orient, on le voit avec Daesh, avec les autres mouvements, et dans quel objectif? C'est un objectif simple, c'est que c'est utiliser, faire une pression. Parce qu'en fait, finalement, quand on voit très bien les choses, c'est que qui sont ces gens qui sont en train de créer cette tension, cette violence? Et dans quel objectif? Alors, il faut dire que c'est un groupe minoritaire. Un groupe minoritaire, mais dont on parle le plus. Pourquoi? Parce que ce sont ces images de sang, de terreur, que les journalistes et que les médias ont besoin de voir et de démontrer. Et c'est pour cette raison qu'on a tout de suite cette idée que, comme quoi, l'islam mélange, je dirais, une confusion entre l'islam et les islamistes. Alors, quid de tout ça? C'est qu'en fait, c'était Malraux d'ailleurs qui avait dit que le 21e siècle sera-t-il religieux, il sera religieux ou il ne le sera pas. Alors, est-ce que c'est une prédilection? Quels sont ces facteurs? Pourquoi également aujourd'hui joue-t-on et puis est-on en train de manipuler, je dirais, ces facteurs religieux à des fins politiques? Quels sont les objectifs? Et deuxièmement, les méthodes, je dirais, de cette instrumentalisation et qui nous conduisent à mieux analyser, à mieux comprendre ce phénomène nouveau qui est celui du mercenariat du djihad. Pourquoi je parle du mercenariat du djihad? Parce que je vous disais tout à l'heure, je disais qu'il s'agit d'un marché du djihad. Et là, quand on parle du djihad, en fait, on pense tout de suite à l'islam. Et d'ailleurs, il y a une affaire qui a eu lieu en France, ça m'a fait bien rigoler, parce qu'on pensait que le djihad, c'est simplement, uniquement relatif à l'islam. Or, j'ai un ami chrétien d'Orient, plus que ça, un religieux, un prêtre catholique, qui s'appelle le père djihad. Car le djihad, en arabe, ça veut dire, c'est la lutte du bien contre le mal. Et pour les chrétiens, pour les catholiques, c'est tous les matins qu'on doit faire ce djihad, de vaincre le mal par le bien. Donc ça, c'est l'explication arabe du terme djihad. C'est pour ça, dans nos cultures chrétiennes orientales, on utilise le terme djihad. Pour nous, les chrétiens, on le fait tous les jours. Bon, bref, c'est devenu un marché. Dans quel objectif? Il y a un premier objectif, c'est celui de faire aboutir la fameuse théorie de Samuel Huntington, et qui, bien sûr, on le sait très bien avant, Huntington, c'était évoqué par Matthew Lewis,
et qui est quoi? Et qui est créé donc deux mondes qui s'affrontent, en fait, une nouvelle bipolarisation avec un axe du mal et un axe du bien. Autrement dit, un Orient islamisé, fanatique, fondamentaliste, avec ces images qu'on voit, donc cette minorité qui parle au nom de la majorité, qui égorge, qui tue d'une part, et puis d'autre part un Occident iconoclaste, on ne sait pas trop ce qu'il c'est, et ce que j'appelle, c'est plus qu'un choc de civilisation. Si vous le permettez, j'emprunterai le terme anglais, clash of civilization, c'est un clash permanent de cette civilisation et qui conduit à une sorte, je dirais, de guerre qui s'éternise. Et effectivement, c'est le deuxième également objectif, c'est créer au sein même de ces sociétés, notamment par exemple au Proche et au Moyen-Orient, des guerres internes et interminables, parce qu'on le voit avec ces conflits, d'une part entre les sunnites et les chiites, chez les sunnites entre les frères musulmans, les salafistes, etc. Donc, c'est un cercle vicieux, tel est, je dirais, selon ma réflexion, l'objectif de ce mouvement qui est déclenché et qui est exécuté. Qui est exécuté par qui? Et c'est là, ce qui est assez intéressant, c'est cette méthode de ce que j'appelle de ces mercenaires. Certains parmi eux, j'ai pu également plus que rencontrer, parce qu'ils sont mes clients, je ne citerai pas de nom, ne vous inquiétez pas, mais je vous citerai des exemples frappants et tangibles. Alors, tout d'abord, il faut partir d'une constante. Qui sont ces gens-là? Il faut, en Europe, nous avons un problème qui est une constante dans tous les pays européens. Il y a eu une population issue d'une immigration massive que la plupart, aujourd'hui, des pays européens, pour des raisons économiques ou d'autres, n'a pas réussi à assimiler, n'a pas réussi à intégrer non plus, et qui crée effectivement un problème identitaire de ces gens donc, qui sont toujours liés à leur pays d'origine, sans être tout à fait considérés comme étant dans leur pays d'origine. Dans ces pays européens, ils ne se sentent pas non plus très, je dirais, européens incrustés. Je ne parle pas pour la totalité, mais pour une bonne partie, pour une certaine partie donc, de ces gens-là. Deuxième chose, il y a quand même des problèmes économiques et financiers, ce qui fait que les gens que je côtoie, que je traite, que je défends, ont des problèmes financiers, des problèmes économiques, et là, ils tombent dans ce que j'appelle une économie parallèle, qui est celle de la drogue, qui entraîne vers la délinquance. C'est un cercle vicieux, des gens qui perdent leur repère, des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur journée. Et c'est là où ils sont recrutés, quand ils vont, notamment, en prison. Par quelle raison, pour quels moyens? Je vous dirai tout à l'heure les 4 catégories que j'ai pu déterminer par rapport au dossier que j'ai traité à propos de ce marché de mercenariat. Alors, tels sont les éléments, je dirais, de base. À côté de ça, il y a un autre phénomène. Il y a le phénomène, je dirais, de l'islamisation psychologique et sociologique qui a été opérée depuis quelques années, notamment depuis les années 90, avec plusieurs moyens. Des moyens colossaux qui sont financés, effectivement, comme il a été souligné tout à l'heure, par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et là, je me permets aussi de vous donner quelques éléments qui sont liés à mon expérience personnelle, parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'en Arabie Saoudite, on ne peut pas généraliser. Nous ne pouvons pas dire que ce sont les Saoudiens, c'est l'Arabie Saoudite qui finance le terrorisme et les djihadistes. Non, l'Arabie Saoudite est tenue par la CIA américaine, par des forces étrangères, d'une part, parce que quand même, le gouvernement, la monarchie sur place, elle a peur également pour sa sécurité. Donc, elle n'a pas trop cette liberté d'action. Quand on est pris en otage, on est racketté. Deuxièmement, toujours en Arabie Saoudite, il y a bien sûr des courants étrangers qui sont en train de, je dirais, pousser tous ces courants salafistes, et dans le salafisme, dans sa branche la plus fondamentaliste et la plus radicale, pour financer aussi bien ces types-là qui vont au djihad en Syrie ou ailleurs,
et qui sont en train quand même de commettre ces atrocités. Donc nous ne pouvons pas généraliser pour l'Arabie Saoudite. Deuxièmement, également pour le Qatar, on le sait très bien que le Qatar, avant le gouverneur actuel, donc d'ailleurs son père, est arrivé au pouvoir à l'issue d'un coup d'État contre son père, donc contre le grand-père du gouverneur actuel, avec l'émergence d'une chaîne qui est la chaîne Al Jazeera, qui devient brusquement l'une des chaînes les plus importantes, qui fait une sorte de lavage de cerveau, une propagande méticuleusement préparée pour islamiser la société arabo-musulmane. D'un coup, on voit les femmes qui se voilent, il y a une mode du voile, on voit des habitudes qui sont en train de se propager. Et cela n'est pas simplement dans les pays arabo-musulmans, mais on voit très bien, avec le monde est devenu presque avec la mondialisation un village, et cette extension de ce phénomène également dans les pays européens, notamment, y compris également en France. Donc, une propagande, plus des prêches, bien sûr financées, des œuvres caritatives, et bien sûr un financement pour certaines personnes qui sont attirées également par le côté financier. Quelles sont maintenant, et là ce qui est assez intéressant, les catégories de ces mercenaires qui vont ce qu'on appelle au djihad. Je vous l'ai dit, le djihad avec la définition que j'ai donnée. Alors, j'ai trouvé 4 catégories. Nous avons, première catégorie, les fanatisés. Ce sont ceux qui sont de culture, je dirais, musulmane, mais cette culture, par l'intermédiaire et en raison de ce mouvement d'islamisation sociologique, deviennent très fanatiques, qui rejoignent une deuxième catégorie. Ce sont les convertis. Les convertis, c'est un peu, et c'est le royaliste qui le dit, plus royaliste que le roi. Et dans ce cas-là, ils vont vers l'extrême et ça rejoint ces fanatisés, je dirais. Petit a, petit b, cette catégorie-là. Alors, cette catégorie, ces 2 catégories, en fait, qui sont très similaires, effectivement, par l'intermédiaire de réseaux sociaux, par l'intermédiaire, et c'est là où il faut accuser les politiques. Ils sont tout aussi responsables que ces exécutants. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chère madame, c'est que nous ne voyons qu'une partie de l'iceberg. Mais ce qu'il faut voir, ce ne sont pas les exécutants qui sont responsables, mais il faut voir également, et surtout, les politiques qui sont derrière et qui laissent faire, et qui sont ces véritables réseaux qui exploitent ces gens-là. Quand on voit qu'on laisse faire les réseaux sociaux, c'est YouTube, vous savez, ces vidéos où on montre ça et on met de l'huile sur le feu en disant « Regardez ce que font les chiites contre les sunnites, regardez ce que fait le régime de Bachar el-Assad avec la Syrie au départ, parce que vous savez, quand je commençais à alerter l'opinion publique, notamment sur les chaînes françaises, en disant « Écoutez, mais il ne s'agit pas de simples manifestants pacifiques qui sont matés par le régime. Comment se fait-il que ces gens ont des armes sophistiquées qui peuvent quand même détruire des chars militaires? Ah non, vous êtes l'avocat de Bachar el-Assad, vous comprenez rien, vous faites de la propagande. » Jusqu'au moment où le fameux mouvement Daesh, cet été-là, a commencé quand même à exécuter certaines personnes, parce que ça intéressait les politiques, parce qu'on avait besoin d'arriver à cette déstabilisation du régime syrien. Je ferme cette parenthèse. Ces gens-là, totalement fanatisés, quand les politiques, quand un certain ministre des Affaires étrangères, même si je suis à l'Assemblée nationale, accuse le régime de Bachar el-Assad, le régime syrien, de pires atrocités. Quand, comme vous l'avez tout à l'heure très bien souligné, Monsieur le Président, en Libye, quand on dit que voilà, c'est le régime de Kadhafi, etc., et qu'il faut absolument mettre un terme à ce régime, en intervenant en Libye, en mettant en place qui? Des islamistes. C'est là où je parle de cette responsabilité des politiques qui conduit, quand on voit toutes ces images, quand on est pris par cette propagande politique, c'est fanatique, c'est fanatisé, c'est converti, plus royaliste que le roi, à aller se tuer d'une manière folle pour ce qu'on appelle
pour eux ce djihad, ce qui est un faux djihad. Troisième catégorie, vous avez cette catégorie de ce que j'appelle les bagarreurs, qui ont certains fantasmes, qui se projettent dans les films qu'ils regardent. Et ça, je me souviens de mon client, vous avez souligné Bob Denard, qui était un ami, plus qu'un client également, le fameux mercenaire. Il me disait, ah, regarde celui-là, là, et tu lui donnes une tête, il commence à frapper la gueule, à casser la gueule au type, là, jusqu'à ce que le type meure. Ce sont des gens qu'on retrouve, qu'on recrute, des délinquants de temps en temps, également dans les prisons. Je connais, ça me rappelle un type, j'ai été une fois pour le défendre, il arrive comme ça, ah, c'est pour mon avocat. Et ben, je dis, mais attendez, mais on ne peut pas garder les cochons ensemble. Oh, c'est le juge là, on va lui casser la gueule. Il n'avait même pas peur du juge. Et effectivement, ce sont ces types-là, vous leur donnez quelqu'un, ils prennent et ils tranchent la gorge de ces types. Et ce sont ces images, effectivement, qu'on voit sur le net. Vous avez également ces types-là, on rencontre aussi bien en Occident, mais également dans les pays de l'Est. Et d'ailleurs, c'est drôle quand on me dit que ce sont des islamistes, le Daesh, etc. Alors, je vous assure, et vous pouvez le regarder, déjà, il parlait, c'était en tchétchène, et il y a un autre, donc c'était le plus drôle, c'était le bosniaque, qui était là, et qu'est-ce que je le vois, en train de mettre du raki, vous savez, c'est comme la rack, c'est un alcool très fort, il boit, il prend le couteau, c'est un alcool très fort, et il tue, il égorge, et on voit le sang qui sort, et il ricanait. Déjà, il est drogué, il prend de l'alcool, comment voulez-vous m'expliquer que c'est un musulman croyant qui est en train de commettre un acte pour Dieu? Ça rejoint ce que vous étiez en train de dire, d'expliquer à propos de Cain. Donc, vous savez, c'est fou que Bob Denard ait utilisé d'ailleurs, et puis prouvé que c'était les meilleurs. Et vous avez, dernière catégorie, et je termine là, je regarde effectivement, ce sont en fait les gens qui vont pour une solde. Et c'est vraiment, donc ces gens qu'on le voit la plupart du temps également, comme je disais, ils viennent des pays de l'Est. Avec 500 €, vous pouvez acheter un mercenaire pour aller combattre un Tchétchène, un Bosniaque, du Daghestan, etc. Bon, de l'Europe, c'est un peu plus cher, il faut payer 3 000 €, mais vous pouvez les avoir pour une solde militaire. Voilà ces différentes catégories, voilà ces exécutants, les pauvres exécutants, encore une fois, je le dis, parce que ce sont des pauvres gens. Mais ce qu'il faut faire, ce qui est le plus intéressant, et c'est là ma conclusion, il faut aller, comme vous l'avez très bien démontré, aller à la source et condamner, faire des investigations et condamner, en fait, qui sont ces responsables derrière ces réseaux, je dirais plus que mafieux, de criminels. Je vous remercie.